sont les invités de Paris Direct. Et ces invités, c'est vous aujourd'hui, Emmanuel Perrier-Bardou, bonjour. Bonjour. Guylain Bardou, bonjour, bienvenue bonjour. à vous. Merci d'être sur le plateau de Paris Direct ce matin. Vous êtes un couple à la ville et surtout loin de la ville. Vous êtes tous les deux explorateurs à la tête d'un projet qui a maintenant une quinzaine d'années et qui s'appelle Under the Pole, un programme d'exploration sous-marine, scientifique qui vous a amené à sonder les océans aux quatre coins de la planète avec une appétence pour l'eau plutôt froide. Votre dernière mission a duré 4 ans. Elle vous a amené notamment au Groenland, dans le nord du Canada et puis en Polynésie pour un grand écart de température. Et vous racontez cette dernière mission dans ce très beau livre qui est très lourd, qui est sorti aux éditions Ulmer et qui s'appelle « Entre deux mondes ». Est-ce qu'il y a un plus beau métier que celui d'explorateur, exploratrice ? Pour nous, je pense pas. Je pense qu'on a inventé notre vie autour de nos passions respectives et on a réussi à se rejoindre en couple, en famille. Donc, je pense que ce serait difficile de faire mieux, même si tout n'est pas toujours rose. Bien sûr. Ça requiert quelle qualité d'être explorateur ? Est-ce qu'il faut être curieux, pugnace, extraordinairement réaliste ou un peu tête brûlée ou tout ça à la fois ? Alors, d'abord curieux et passionné, je pense. Et ensuite, c'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, sinon, il y en aurait certainement beaucoup d'autres. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'avec le temps, avec la passion, avec le travail et avec beaucoup d'abnégation, finalement, on arrive à mener nos projets à bien. À quel besoin personnel ou peut-être à quel besoin plus universel ça répond, cette envie d'aller sonder les océans, Emmanuel ? Je pense que c'est la curiosité qu'on a enfant sur le monde et puis qu'on va poser plus grand. Et puis nous, depuis le début d'Under the Pole, cette curiosité, elle a évolué vers une curiosité très scientifique, avec la nécessité aussi de monter des programmes avec des chercheurs pour trouver des solutions devant l'urgence climatique à laquelle on était témoin. À quelle question vous vouliez répondre ? Au tout début, quand Under the Pole est né, c'était une curiosité polaire d'abord. Il y avait très peu d'informations. C'était une époque où finalement on trouvait peu de réponses sur la vie qu'on pouvait trouver, sur la lumière, sur comment ce milieu de glace, ce monde de glace, ce monde sous-marin, sous la glace, sous la banquise de l'océan Arctique, évoluait au fil des saisons. Et c'est en même temps ce monde en voie de disparition à cause de la fonte de la banquise, à cause du réchauffement climatique, qu'on avait envie de documenter. Donc je dirais, à l'origine, c'est l'envie de témoigner, l'envie de raconter un monde en voie de disparition, qui est fascinant, qui inspire tous les gamins du monde depuis qu'ils sont petits aussi. C'est les ours en peluche, c'est les morses, c'est tout ça. Et puis, voilà, comme le soulignait Emmanuel, derrière, c'est des projets qui se sont construits autour d'un ancrage beaucoup plus scientifique avec le temps. Voilà, les eaux polaires, ça vaut ces images, je ne sais pas si on les a vues tout à l'heure, qui sont peut-être pour nous néophytes parmi les plus angoissantes, les plongées sous banquise. Vous confirmez qu'on arrive à gérer son stress dans ces moments-là, ça se passe bien, on se dit qu'on va retourner à la surface ? Ouais, en fait, c'est comme toutes ces activités qui sont dans un environnement qui peut être hostile. Vivre sous la mer, travailler sous la mer en profondeur, c'est pas quelque chose de naturel, mais en fait, avec certaines techniques, avec des technologies, et puis surtout avec la répétition, avec l'entraînement, ça devient possible. Tout est une histoire de préparation dans l'exploration. Bien sûr. Qu'est-ce que les fonds marins, et plus particulièrement les fonds polaires, parce que c'est votre spécialité à vous deux, nous apprennent, et pourquoi est-ce qu'il est important d'aller les voir au plus près ? Alors, ça a été notre spécialité au départ. Aujourd'hui, on a vraiment étendu ça, comme vous le disiez au début, aussi aux océans de la planète. Et notre spécialité, elle s'est étendue des régions polaires, mais aussi surtout à cette zone qu'on appelle la zone mésophotique, donc la zone profonde entre 30 et 150 mètres de profondeur, là où arrivent les derniers rayons de lumière, et où en fait on a découvert avec les scientifiques, enfin c'est eux qui le suggéraient, nous on allait plonger pour eux, en fait que cette zone était un refuge potentiel
potentiel pour beaucoup d'espèces. Là où les coraux blanchissent très vite en surface, ils blanchissent beaucoup moins en profondeur. Il y a beaucoup plus de diversité d'espèces que ce qu'on y croyait. Et donc cette zone est un espoir, si tant est qu'on l'étudie rapidement pour pouvoir la protéger au mieux. Voilà, cette zone qui est entre la surface et les abysses, pour faire simple, voilà, elle résisterait, elle résiste. Est-ce que vous avez pu observer mieux au réchauffement climatique, ou en tout cas elle n'est pas trop atteinte à ce stade? Alors certaines réponses scientifiques tendraient à le montrer, effectivement, comme le disait Emmanuel sur les coraux. Mais au-delà de ça, ce que disent les scientifiques, c'est que c'est une zone qui est très peu connue, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus difficile d'accès, donc on y va moins souvent, donc on y fait moins d'études, donc on la connaît moins bien. Et derrière, c'est aussi l'idée de les mécanismes de sa préservation. Quelles sont les menaces ? Quels sont les mécanismes pour sa conservation sur le long terme ? Et c'est pour ça qu'il y a urgence aujourd'hui, dans un monde où les littoraux sont quand même extrêmement sous pression anthropique, de mener des programmes de recherche pour bien comprendre ce qui s'y passe et mettre en place les justes mesures de conservation. Alors, vous faites des plongées en bouteille classiques, sachant que ce n'est pas donné à tout le monde. Je crois que vous faites des plongées à plus de 170 mètres, c'est ça voilà. Vous faites aussi ça avec un drôle d'appareil qui s'appelle capsule. Là, on est quasiment dans un petit sous-marin qui vous permet de rester plusieurs jours sous l'eau. Là, on est carrément dans un roman de Jules Verne, c'est ça? En tout cas, c'est une capsule qui est fixe au fond de l'eau, voilà, sans impact sur l'environnement, avec 2 grands dômes qui permettent en fait une observation en continu du milieu sous-marin. Donc le récif autour de nous à Mooréa, pendant les 2 mois et demi où ont été installés la capsule, est devenu notre jardin. On a été une quinzaine de plongeurs, dont Guylain et moi et notre équipe, à se relayer pour des séjours de 3 jours, 3 nuits à l'intérieur. Et c'est vrai que ça permet de porter un regard nouveau sur l'environnement marin, un regard un peu qu'on peut qualifier d'éthologie sous-marine, en fait. L'observation sous-marine en étant camouflée à l'abri, dans cet abri. Avec un émerveillement de chaque instant, j'imagine. Ça fait, on l'a dit, une quinzaine d'années que vous explorez les fonds marins. On imagine que vous les avez vus changer, ces fonds, et vous le disiez tout à l'heure, a priori pas dans le bon sens. Non, non, bien sûr, pas dans le bon sens. Ça fait 15 ans qu'on va en Arctique, ça fait longtemps qu'on plonge. Évidemment, la pollution a grandi. On a vu les récifs coralliens en quelques années blanchir de plus en plus. Et puis surtout, on a recueilli le témoignage des populations locales, des Groenlandais avec qui on a vécu pendant plusieurs années, mais aussi en Polynésie. Et eux, c'est les premiers touchés, en fait. Je dis souvent qu'ici, on a encore la possibilité de regarder sur le côté, mais chez eux, c'est déjà une vraie réalité. Eux sont déjà confrontés à ces menaces et nos enfants, demain, vont y être confrontés. Donc il y a de l'espoir dans la recherche scientifique, il y a des solutions, il y a l'espoir d'agir encore, mais il y a une vraie urgence à le faire. Justement, vous avez 2 enfants, 2 petits garçons qui vous suivent. Alors il y en a un qui, je crois, qui est né en cours de route depuis leur naissance dans vos explorations. Je crois que vous dites que c'est de plus en plus dur d'être optimiste quand on fait un métier comme le vôtre. Comment est-ce qu'ils perçoivent justement eux, à leur âge, parce que ce sera une génération qui sans doute vivra ça de plein fouet, si je peux dire. Comment est-ce qu'ils perçoivent cette fragilité de l'écosystème autour d'eux ? Ils sont très lucides d'une certaine manière, ils sont très conscients, on en parle souvent. Alors peut-être que nos enfants le sont d'autant plus parce qu'ils évoluent dans un environnement où on en parle, où on côtoie des scientifiques, ça fait partie des sujets de conversation. Mais ils se sentent concernés en fait, ils s'approprient les thématiques en question, ils nous interpellent, ils nous amènent à réfléchir quelque part. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que leur regard est toujours très pertinent. Voilà. C'est loin d'être un regard totalement innocent, un regard d'enfant. C'est un regard qui doit nous amener, nous, adultes aussi, je pense, à revoir ou à repenser ce qu'on croit savoir. Parce que souvent, il nous amène à réfléchir à des choses qu'on oublie de regarder, je pense, avec le bon regard d'adulte.
Emmanuel, quand vous voyez ce que l'homme a fait de ces fonds marins, d'ailleurs à se demander parfois s'il ne faudrait pas mieux les laisser, ces territoires inexplorés, les laisser peut-être sans qu'on y aille, vu ce qu'on a fait ailleurs. Quand vous voyez ce qu'on a fait, quel rapport en ce sens-là vous avez avec vos enfants? Est-ce que vous vous sentez coupable d'une certaine façon de faire partie d'un monde qui a participé à sa destruction, ou en faisant le métier que vous faites, vous vous dites que vous allez peut-être dans le bon sens? Je me sens responsable. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous une responsabilité de ce qu'on va laisser à nos enfants. Au-delà de mes enfants, je suis marraine des éco-délégués je parle de vos enfants, en Bretagne. En général, bien sûr, oui. Et face à moi, régulièrement, il y a des jeunes qui sont très, très concernés, qui sont inquiets, qui sont aussi qui ont envie de passer à l'action, qui ont besoin de billes. Je pense qu'on a encore un rôle de guide à jouer pour ces jeunes-là, pour aller dans le bon sens, pour leur donner l'aspect positif des choses et pour leur donner envie d'agir. Moi, j'ai confiance dans la jeunesse. J'ai confiance dans la jeunesse derrière Greta Thunberg, derrière nos enfants. Mais je pense qu'on a besoin de les accompagner. C'est de notre responsabilité. Vous avez, on l'a dit, donc ces 4 dernières années, et c'est le récit que vous faites dans ce livre avec ces photos magnifiques d'ailleurs de Franck Gazola, qui est votre photographe, mené votre bateau d'abord donc dans le Grand Nord avant de le rapatrier. Je crois que le Covid s'en est mêlé dans les eaux plus chaudes de Polynésie. Est-ce que vous avez un problème d'adaptation inverse, c'est-à-dire que le retour au monde, et en particulier ces derniers mois, est parfois trop violent, et vous vous dites mais ce monde est le monde des humains, le monde de la terre ferme est beaucoup trop fou, viens on retourne sous l'eau? Parfois oui, mais en fait, faut comprendre que les expéditions, c'est aussi des tranches de vie qui sont extrêmement intenses, qui sont fatigantes. Donc quand on rentre, on est aussi content. Quelque part, c'est l'alternance de ces rythmes très soutenus, mais en même temps extrêmement dépaysants, extrêmement inspirants, extrêmement riches quand on est en expédition. Mais je pense qu'ils prennent aussi leur richesse dans la vie qu'on a ici. C'est un peu l'opposition et le contraste entre ces mondes qui nous fait bien prendre conscience de ce qu'ils sont. Et puis, au-delà de ça, tout simplement, c'est des projets qui se montent parfois pendant plusieurs années, et c'est ici, enfin, pour nous en Bretagne en tout cas, que ça à Concarneau, vous êtes basé. Pour revenir à ce qu'on disait à l'instant, Emmanuel, l'élection présidentielle ici en France, c'est au mois d'avril. On est à 6 mois maintenant, un peu moins. Quand vous voyez que l'écologie n'est pas le sujet principal de cette campagne électorale, et on ne le sait que trop bien ici, qu'est-ce que ça vous évoque? Il y a le sommet sur l'océan qui va se tenir à Brest en février, qui a été annoncé par le président Macron lors de l'UICN. Moi, j'attends beaucoup de ça. On va voir les décisions qui peuvent être prises, on va voir ce qui va s'y dire. Au-delà de ça, moi, j'aimerais dire aux personnes qui se présentent à l'élection que, à mon avis, la personne qui prendra en compte l'écologie et l'environnement restera comme une personne qui aura fait un pas, restera dans l'histoire, parce que cette crise écologique, elle va rentrer dans l'histoire. Et il y a vraiment quelque chose à faire là pour s'en soucier, pour se démarquer, pour prendre des décisions. Ça ne va pas être facile à faire, mais je pense que c'est le rôle que veut ce rôle de président. Donc moi, j'attends beaucoup de ça. Et vous allez continuer à le documenter, ce qui va mal et puis ce qui va bien aussi, ce qui est très beau, ces très belles rencontres que vous faites, que vous racontez, donc notamment dans ce livre Entre deux mondes. J'imagine que les expéditions vont se poursuivre ici et ailleurs. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Paris Direct ce matin. Bon retour à Concarneau. Merci à vous. Et très belles aventures à vous deux. Nous, on se retrouve. Au revoir. Au revoir. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.